Nous avons, à l'horizon 2020, une dynamique digitale qui s'implante sur le territoire pour arriver à une continuité territoriale sur le plan électronique et digital, et ce qui donne sens à une cartographie électronique qu'on va appeler l'Observatoire national des territoires, qui sera présenté par le directeur de la cartographie. Monsieur le directeur, vous avez la parole pour une communication. Merci. Merci, Ousseynou. Merci pour cette participation que j'estime massive, surtout en présentiel, compte tenu des temps incertains quand même qu'on est en train de vivre. Je m'en vais directement attaquer le sujet. Mon intervention va porter essentiellement sur 4 points. Comme vous le voyez, donc le premier point, c'est l'Observatoire national des territoires, qui est un outil de vulgarisation, un outil d'appropriation et donc un outil d'accompagnement de la mise en œuvre des actions qui ont été largement détaillées par mon collègue tout à l'heure. On parlera également, au-delà de l'Observatoire, qui est un outil qui est spécifique à l'aménagement du territoire et au plan national d'aménagement du territoire. On parlera également du portail d'information géographique nationale qu'on a développé au niveau de l'ANAT et qui s'adresse à l'ensemble des activités et des interventions sur le territoire. Il y a également le réseau géodésique national que beaucoup de gens ignorent, mais que j'espère pouvoir, avec des mots simples, caractériser pour permettre aux gens de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là. Et enfin, la Commission nationale de toponymie. Alors, concernant l'Observatoire national des territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui se veut de vulgarisation. C'est un outil qui se veut d'appropriation par ceux-là même qui vont mettre en œuvre le plan national d'aménagement du territoire. Parce que je pense qu'on l'a dit, on l'a répété, l'ANAT a une dimension transversale. Elle met en place, elle élabore des stratégies, met en place, définit des actions, et c'est aux acteurs sectoriels, aux autres acteurs, de mettre en œuvre ce plan-là. Et à ce titre-là, ils ont besoin d'avoir des outils, ils ont besoin d'être accompagnés de manière active par l'ANAT et surtout d'avoir des outils dans un contexte numérique aujourd'hui et de dématérialisation qui leur permet de mettre en cohérence tous ces schémas qui vont devoir, qui vont élaborer et qui doivent dès à présent maintenant s'accorder avec les projections et les propositions du PNADT. J'aurais dû mentionner en préambule qu'aujourd'hui, on a un petit souci technique parce que c'est une plateforme numérique qui est installée, hébergée au niveau de l'ADIE. À l'arrivée ici ce matin, on avait toujours des soucis parce que le serveur, il n'était pas fonctionnel, mais on a eu de temps en temps, je pense, que des accès intermittents. Mais dans tous les cas, on avait déjà un plan backup, c'est-à-dire qu'on avait mis un petit film de quelques fonctionnalités qu'on avait choisies et qui étaient pertinents, en tout cas saillants, à montrer dans ce contexte-là. Karim, je ne sais pas si on peut aller directement sur la plateforme ou sur ces fonctionnalités-là. Pour éviter qu'on s'étale en longueur sur la présentation, parce que c'est censé être court, on va justement vous montrer quelques fonctionnalités qu'on peut utiliser de façon très rapide, soit pour des besoins de planification ou pour des besoins de mise en œuvre. Par exemple, le profil altimétrique, je pense qu'il n'y a pas plus pertinent que le contexte aujourd'hui avec les inondations, parce que c'est un outil qui permet sur l'ensemble, sur n'importe où sur le territoire national, entre un point A et un point B, en passant par des points intermédiaires, de définir ou de déterminer le profil de l'altitude, donc de la variation altimétrique de la zone qui est indexée. Ici, il va pointer 2 endroits pour vous montrer un peu. Et ça, c'est important parce que c'est la topographie. Et en matière d'intervention sur le territoire, la topographie est un facteur déterminant, sinon l'un des facteurs les plus essentiels.
parce que ce soit le dimensionnement des infrastructures linéaires, que ce soit le dimensionnement des ouvrages d'art, que ce soit les ouvrages d'art, je pense aux ponts, etc., ben, il faut quand même maîtriser les variations altimétriques, sinon on est parti pour de grandes surprises. Il y a également le rayon d'accès ou d'impact. Ça permet à partir de n'importe quel point sur le territoire, depuis votre bureau, de tout simplement cliquer et de définir une zone. Elle peut être circulaire, tout comme elle peut être linéaire, et ça permet de voir la zone d'impact, par exemple, d'une infrastructure ou un équipement qui est planifié, une école, un centre de santé, pour déterminer le bassin de population qui pourrait être affecté éventuellement. Et ça peut aussi arriver dans le cadre on va dire d'un désastre naturel, par exemple, un tremblement de terre. Je pense qu'on n'en a pas au Sénégal, mais d'autres contextes comme un incendie, on peut très facilement, toutes choses étant égales par ailleurs, définir au moins la zone d'influence de cet incendie-là. Il y a également le visa de localisation. Je pense que ça, c'est un outil fondamental qu'on est en train de bâtir au niveau de l'ANAT aujourd'hui, surtout en termes de sa structuration et sa composition, et surtout comment ça va se porter. Ça permet surtout, pour des besoins de planification, s'il y a une infrastructure de grande importance, un équipement public de grande importance, de situer sur le territoire national, est-ce que ça se positionne, l'endroit qui a choisi, l'assiette foncière qui a été choisie, est-ce que c'est une zone qui est appropriée pour mettre en place cette infrastructure-là? Parlons par exemple, si on veut mettre une usine de traitement d'eau, je pense qu'on ne va pas le mettre dans un contexte où c'est une zone qui va être inondable, par exemple. Donc, c'est ça. Et il y a l'analyse diachronique, enfin. C'est une analyse qui permet de comparer des époques. Donc, comme vous voyez, on peut prendre n'importe quelle époque ancienne et une époque présente, ou deux époques en tout cas, et les mettre en comparaison pour faire, par exemple, de la surveillance du territoire. Je pense que ça va être important. Mon collègue a tout à l'heure parlé des zones d'aménagement différées qui, il faut préserver avec le temps. Je pense que si l'État met à disposition les moyens qu'il faut pour pouvoir régulièrement acquérir de l'imagerie satellite pour faire des photographies aériennes sur le territoire, ça permet de faire ces surveillances-là sans aller sur les sites. On peut voir est-ce qu'il y a de l'occupation qui se développe ou il n'y en a pas. C'est également le cas avec le grignotage qui se fait au niveau des parcs. Omar, le visa de localisation, Ouais. tu peux revenir dessus. C'est très important pour la compréhension de le visa de localisation. En donnant l'exemple là, c'est quoi? De manière très précise. Un exemple très précis de visa de localisation, c'est votre terrain, par exemple. Le point que tu avais là tout à l'heure. Tu peux revenir sur ça. Oui, l'exemple. Voilà. Malheureusement, comme je disais, c'est l'interactivité qu'on risque de ne pas avoir, à moins qu'on ait un accès subit au niveau du serveur. D'accord. Voilà, donc ça montre par exemple, ça c'est un exemple très banal. On sait qu'au niveau des collectivités locales, je pense que l'activité la plus prédominante, c'est les attributions d'assiettes foncières, de parcelles. On en achète tous les jours, d'autres en achètent. Et souvent, la commission domaniale a des soucis juste pour authentifier ce terrain-là. Il se trouve dans quel endroit? Est-ce que c'est un endroit habitable? Est-ce qu'il y a un visa de l'urbanisation déjà là-dedans? Est-ce que c'est un titre foncier déjà qui est là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de planifié à l'avance? Ça permet au moins, évidemment, l'outil va être développé davantage pour descendre à des échelles beaucoup plus importantes, parce que pour le moment, il est conçu uniquement pour les petites échelles. Je veux dire, les petites échelles, c'est tout ce qui est au-delà d'une ville, ça va au niveau régional. Donc, ça pourrait localiser tout de suite votre parcelle. Est-ce que c'est dans un parc? Est-ce que c'est dans une emprise d'autoroute? Sur une emprise d'autoroute ou, en tout cas, est-ce que c'est une zone défendue, interdite, qui est déjà réservée? Donc,
Donc ça, c'est fondamental. Donc, à titre de citoyen, on peut déjà tester ces choses-là depuis la plateforme. Autrement dit, moi j'ai insisté sur ce point parce que lors du conseil présidentiel sur le PNADT, le président de la République a décidé après pour dire que, il faut que l'ANAT soit dans la CCOD, la Commission de contrôle des opérations domaniales. 2, à partir de maintenant, avant toute attribution par voie de bail ou par quelque façon que ce soit, il faut le visa de localisation. Cet exemple-là, le point là, c'est un terrain qui devait être attribué, par exemple, par voie de bail. Mais il y a un projet d'autoroute futur qui doit passer par là. Si on attribue par voie de bail ce terrain, demain, si cette autoroute doit passer, il va falloir payer énormément à cette personne. Donc, même si l'autoroute doit être construite dans 5 ans, 10 ans, on ne va pas attribuer. L'ANAT ne va pas mettre son visa parce que, en positionnant le terrain, l'ANAT va voir qu'il y a l'autoroute projetée. Donc, non, monsieur, on ne peut pas vous faire une attribution ni un bail. Ça, c'est très, très important. Ce sont les zones un peu d'aménagement différées. J'ai voulu revenir dessus pour voir l'importance de ce visa de localisation dans le dispositif d'attribution maintenant des terrains, quelle que soit la nature et la destination. Vous pouvez poursuivre. D'accord, merci Monsieur le ministre. Donc le second point, on parlait du portail national d'information géographique, c'est une sorte d'observatoire également, mais ici dans un contexte un peu plus global, un peu plus transversal, je dirais, parce que je veux le rappeler, l'ANAT est à la fois l'organe ou l'institution d'aménagement du territoire, mais c'est également, et ça c'est un cas très spécifique dans la communauté ouest-africaine, où en fait la Direction nationale de cartographie a été fondue dans une agence d'aménagement. Donc je pense que les gens qui l'ont fait ont très bien réfléchi aux bénéfices et surtout à la nécessité de mettre en symbiose l'aménagement du territoire, qui est essentiellement une action sur le territoire qui se passe dans l'espace, une action du gouvernement et des citoyens, mais également la cartographie qui il est responsable de la maîtrise de l'information de base. À ce titre-là, l'ANAT est la seconde institution à côté de l'ANSD qui produit et met à disposition des acteurs une information de base. Cette fois-ci, c'est une information de localisation, donc fondamentale. D'ailleurs, l'information statistique n'a de valeur que si elle est véritablement bien spatialisée. Et donc, ce qui a été fait à ce titre-là, c'est toute la cartographie dont on dispose depuis les années avant l'indépendance, parce que c'est un héritage colonial de l'hygiène de France, a été dématérialisée et aujourd'hui mise à disposition dans une plateforme où on est capable justement d'utiliser une panoplie de fonctionnalités pour naviguer sur le territoire, mais également pour faire des planifications. Et ça répond à un but, c'est pour la maîtrise de l'information sur le territoire et c'est pour informer les citoyens sur leur territoire. Le troisième point, aussi important, qui est à la base de tout ce qu'on est en train de dire, la base de toutes les cartographies qui vous ont été présentées dans le cadre du PNADT, et à la base du positionnement, c'est la géodésie. Alors, la géodésie, ça peut paraître comme étant un terme relativement ésotérique, mais c'est tout simplement une science du positionnement. Alors, le positionnement, je pense que c'est fondamental. Tout ce qu'on fait, même en venant ici, on réfléchit à là où on doit passer. Donc, c'est la géographie. Alors, ce positionnement-là, évidemment, il est défini suivant des modèles mathématiques qui ont été pensés et réfléchis et qui répondent à un certain nombre d'exigences. Ces modèles mathématiques-là sont ce qu'on appelle les systèmes de référence. Il faut un système de référence pour pouvoir se positionner. Et la matérialisation de ce système de référence et de ce réseau géodésique national sur le territoire, c'est un ensemble
de points qui ont été bien mesurés, calibrés et implantés sur le territoire national. Idéalement, il faudrait que ces points-là soient définis et implantés selon un maillage relativement bien serré pour que chaque citoyen, chaque acteur du territoire, où que tu puisses te positionner, tu puisses accéder très rapidement en termes de temps, mais en termes aussi de proximité à ces points-là pour pouvoir faire ton travail. On a une carte, on avait une carte de ça, Karim, où on ne peut pas y accéder. Et l'importance de ça, c'est que tout ce que vous voyez en termes d'infrastructure, que ce soit les ponts, les routes, les pistes, que ce soit les ouvrages d'assainissement, que ce soit les ouvrages d'aménagement hydro-agricole, que ce soit les châteaux de forage pour la distribution de l'eau, ça ne peut pas se passer de ça. Leur dimensionnement dépend inextricablement de la maîtrise de la composante verticale de ce réseau géodésique qui est l'altitude. Donc, on revient toujours à la question de la topographie qui est véritablement à la base de toute planification. Et sans cela également, on ne peut pas jeter les bases fondamentales de la maîtrise de l'information sur le territoire parce que c'est ça qui permet de collecter l'information sur le territoire et de le remonter, de le traiter et de le diffuser, mettre à la disposition des acteurs. Les Nations Unies ont tellement reconnu cette importance qu'en 2015, ils ont voté une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies où tous les États membres sont représentés pour vraiment mettre en exergue la valeur de la géodésie. Parce que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Ça permet également à tous les mouvements des plaques. Les mouvements des plaques avec les déplacements des plaques, les tremblements de terre, tout ça est mesuré de façon centimétrique grâce à la géodésie. Les applications sont nombreuses. Évidemment, avec la résolution des Nations Unies, c'est que les États sont encouragés, tout en chacun, à développer ces infrastructures-là, pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont, soit de le renforcer ou de le moderniser, tout simplement. Les applications, au niveau cadastral, par exemple, sans le réseau géodésique, un réseau géodésique adéquat, on ne peut pas faire, on n'arrivera jamais à faire un cadastrage universel. Tout ce que le cadastre fait au niveau du Sénégal, le cadastre s'appuie sur des bornes géodésiques que nous implantons au premier niveau d'abord et au deuxième niveau, et ensuite ils viennent faire les bornes de lotissement que vous voyez là. Donc, c'est des bornes de troisième ordre qui sont calées sur les bornes que nous, on a au niveau de l'aménagement du territoire, on a mis en place. Et ça, c'est une conséquence directe, c'est la fiscalité. Parce que la gestion, l'administration foncière, la gestion du foncier, la fiscalité est liée à une bonne gestion du foncier. Et elle ne peut pas se faire sans un réseau géodésique moderne où il y a une densification suffisante, il y a des mesures qui sont capables de se faire ou en temps différé ou idéalement en temps réel. Je pense que je suis déjà passé là-dessus, les infrastructures linéaires, les ouvrages d'art, les limites administratives, très intéressant, parce qu'on est dans un contexte de correction des incohérences territoriales. On est dans un contexte où les communes ont énormément de soucis parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs limites territoriales. Et justement, sans ces bornes géodésiques-là, sans ces instruments de mesure pour pouvoir caractériser ces limites, on ne peut pas avancer dans cette activité-là. Et également, je pense, en termes suffisamment vulgarisés aujourd'hui, pour ne pas dire très galvaudé, c'est la géolocalisation. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. On est capable de suivre un individu, une voiture, une flotte, une force de vente, etc. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, on a ce réseau, mais il n'est pas moderne pour le moment. C'est des bornes physiques implantées sur lesquelles sont marqués les repères d'altitude et de positionnement géographique. Mais l'idéal, c'est de tendre vers une infrastructure modernisée. Et les instruments existent aujourd'hui. Et également, c'est quelque chose qui a été adopté au niveau des Nations Unies, à l'échelle africaine, à travers des normes qui existent et des résolutions, ou en tout cas des encouragements faits à l'endroit des États membres pour aller dans le sens de développer ces infrastructures-là parce qu'elles sont à la base, finalement, du développement durable. La toponymie, dernier point. Ouais.
Je reviens alors en haut là. Karim, tu retournes un peu Ici, en arrière par rapport au film. L'analyse diachronique. Oui. Voilà. Il faut bien expliquer que ce sont deux zones. C'est une seule zone, mais à des périodes différentes. C'est ça. Je le disais, hein, c'est une fonctionnalité qui permet de comparer des époques. Une époque passée et une époque présente ou récente, en tout cas, et qui permet de faire la surveillance du territoire. En termes plus simples, ça montre l'avant et l'après. Qu'est-ce qui était là avant? Qu'est-ce qui s'est passé là après? Donc, vous voyez un peu tout de suite l'importance et le caractère stratégique de cette fonctionnalité, donc qui est très importante. Mais ça prend de mettre en place des moyens pour pouvoir disposer régulièrement d'une imagerie qui permet de faire cette surveillance-là. Donc aujourd'hui, on avait certainement de l'imagerie satellite parce qu'on est quand même surveillé aussi par d'autres. Et avec les inondations, si on a une image, on peut tout de suite comparer pour voir les zones qui n'étaient pas, comment ils étaient avant les inondations et comment elles sont aujourd'hui avec la couche 2 qui s'est rajoutée dessus. C'est bon? Enfin, la toponymie. J'ai titré Commission nationale de toponymie tout simplement parce que dans le cadre de la validation du PNADT, il est également prévu de mettre en place une commission nationale de toponymie. Alors, pour revenir sur la toponymie en termes simples encore, c'est l'assignation de noms propres à des lieux, tout simplement. Prendre un nom propre, l'assigner à un lieu, à un endroit. On connaît l'importance parce que ce que ça cherche, en fait, ce que ça propose, ce que ça recherche à faire, c'est l'ancienneté de ces noms-là, leur signification, leur évolution en fonction du temps et avec les langues. Ça a des connotations historiques, ça a des connotations sociologiques, ça a des connotations culturelles, archéologiques, anthropologiques et naturellement géographiques, ça c'est sûr. Et c'est un facteur de paix et de concorde. Je vous donne un exemple, et ça tant au niveau national qu'au niveau international. L'exemple international, si après les indépendances, pendant que le fleuve Sénégal s'appelait fleuve Sénégal, la Mauritanie qui avait un morceau là-dessus voulait renommer ça en fleuve Mauritanie, là, ou le Niger qui traverse le Burkina Faso, si le Burkina Faso veut que cette partie-là s'appelle autrement, vous voyez un peu. Donc, c'est important de s'accorder sur la nomination parce que ça offre des identités. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau des Nations Unies, et ça date depuis 1967, il y a eu une résolution également qui a été votée pour créer des commissions nationales de toponymie au niveau des différents États membres. Parce qu'à l'intérieur du pays aussi, on a également une histoire, on a une sociologie, on a des noms qui peuvent amener des soucis. Je pense que l'histoire du Sénégal, écrite par Iba Der Thiam et Al dernièrement, peut être une illustration dans ce sens-là. Et c'est surtout l'importance d'harmoniser ces noms-là, d'avoir une loi qui encadre leur transcription. On était une colonisation avec des noms qui ont été définis et donnés par le colon et qui ne respectent pas souvent ni la phonétique ni la transcription de nos traditions. Il faudrait qu'il y ait une loi qui encadre cette transcription vers des noms qui nous ressemblent, vers des noms qui sonnent comme on a envie qu'ils sonnent, etc. Donc, vous voyez un peu l'importance de la toponymie, et ça, c'est du point de vue social, historique, etc. Mais du point de vue technique, du point de vue économique aussi, ça a son importance. Les bases de données, on parle du PNADT,
c'est assis sur une base de données, parce que c'est une base de données qui réunit l'ensemble des données de base que nous on produit au niveau de l'agence, mais également l'ensemble des données sectorielles que les autres acteurs sont en train de produire, qui les a harmonisées pour pouvoir produire toute cette cartographie et ces analyses que vous avez pu voir. Donc, si les données ne se parlent pas, si les noms ne sont pas identiques entre Tambacounda et Ziguinchor, pour les mêmes lieux ou pour les mêmes choses, donc ça peut poser problème. Et donc, au niveau de l'interrogation des systèmes de gestion de bases de données, c'est sûr que Ndendori avec I et Ndendori avec E en début, ça ne retourne pas le même résultat. Donc, vous voyez tout de suite les conséquences sur la planification dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, ce que ça peut faire. Parce qu'on peut planifier quelque chose sur la base de ce que le système qu'on a demandé nous a retourné, alors qu'en fait, on a laissé en rade d'autres éléments d'information qui sont mis à l'écart juste à cause d'une question une question d'épellation. Donc voilà, c'est également des questions d'identité. Je pense que les noms sont associés à des identités et tout le monde se reconnaît à travers ces identités-là. Voilà, merci pour votre attention. C'est le dernier. Hein? Vas-y, vas-y. Monsieur le ministre, si vous me le permettez, la Commission nationale de la toponymie a une très grande importance aussi par rapport à l'appellation, comme Omar l'a dit tantôt. Vous savez, nous avons beaucoup de petits villages, des fois qui sont ethnicisés et qui ont du mal à se développer. Ça, c'était important de l'évoquer aussi parce que il nous arrive d'avoir des villages en fait qui s'appellent Kerpelge, Darou Wolof, Darou Bambara, Ker Tukuleri. Vous savez, ce genre de noms, c'est des noms bien, mais c'est des noms qui n'amènent pas le développement de ces petits villages-là parce que c'est des noms qui excluent en réalité en fait. C'est la raison pour laquelle la Commission nationale a son importance aussi, parce qu'elle va permettre à fédérer, permettre aussi à identifier l'intérêt général au lieu de l'intérêt particulier. Au niveau de l'Afrique, nous avons des richesses immenses, mais il arrive parfois qu'on se divise sur de petites choses. C'est la raison pour laquelle tous les outils que nous proposons dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal sont importants. Merci, monsieur. Je voulais rajouter par rapport à la toponymie. Oui. La toponymie aussi, c'est harmoniser l'orthographe des noms. Je prends par exemple Sangalkam. Est-ce qu'on doit l'écrire avec K, le Kam, ou avec C? Il faut une écriture unique. Parce que si d'aucuns écrivent Sangalkam, S-A-N-G-A-L-C-A-M, et d'autres l'écrivent S-A-N-G-A-L-K-A-M, ce n'est pas la même chose. Pourtant, du point de vue phonétique, on dit Sangalkam, mais du point de vue écriture, on change. Et les données, comme ce sont des données numériques, les statistiques peuvent changer. Si quelqu'un s'intéresse à cette zone-là et met KAM, les données que cette personne va recevoir ne sont pas fiables. Parce que par ailleurs, il y a encore un CAM qui existe et qui a aussi d'autres données. Donc la toponymie aussi, c'est dire, voilà, par exemple, Dakar, c'est D-A-K-A-R, c'est pas D-A-C-A-R. Les documents officiels doivent porter les véritables noms répertoriés. C'est le sens de donc, la création de la toponymie et il y aura un décret pour cette toponymie. Une fois que la LOADT est votée à l'Assemblée, parmi les décrets d'application figure ce décret très très important. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je vous demande d'applaudir Monsieur Oumar à cette étape précise où il vient de nous démontrer
l'utilité pratique de ce plan au travers de l'usage des outils numériques avec des applications qui permettent de mieux préciser la localisation des investissements pour leur grande utilité au profit des communautés. Merci Omar pour cette communication avec les outils pluriels que vous venez de décrire.